Ok, bonjour tout le monde. Bonjour, désolé pour ce retard. C'est dû à un problème technique. Nous sommes en ligne. Je crois que tout le monde nous regarde présentement et que le son est bon partout euh, sur nos plateformes. Nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons parler de la gestion des risques en milieu pharmaceutique. La gestion des risques en milieu pharmaceutique est un sujet très important qui sous-tend toute la production pharmaceutique en général. Donc, on ne peut pas faire de la production pharmaceutique sans gérer les risques liés au développement et à la production pharmaceutique. Donc, ça va ensemble. C'est pour ça que lors de notre dernier live, nous allons parler du développement de produits pharmaceutiques, donc de l'ANES Q9, qui fait état de comment, quelle méthode, quelle stratégie on doit mettre en place pour pouvoir bien gérer le développement pharmaceutique et assurer en bout de ligne la qualité du produit et assurer la sécurité des patients. Donc aujourd'hui, nous allons, d'aller dans le vif du sujet, afin de développer plus en détail le développement des produits pharmaceutiques, il y a un élément important que nous devons savoir, c'est-à-dire la gestion des risques. C'est très, très, très important puisque tout sera basé finalement sur la gestion du risque, que ce soit le développement pharmaceutique, la production, la fabrication, le contrôle qualité, l'assurance qualité, la validation, même tout le système informatisé, même quand on va parler de l'intelligence artificielle, nous allons prendre en considération, surtout au niveau des pharmaceutiques, ce qu'on appelle la gestion des risques. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui de façon brève. Euh, D'où le titre Gestion des risques en milieu pharmaceutique. Vous devez savoir que la gestion des risques est un processus crucial qui vise à identifier, évaluer et atténuer les risques potentiels associés à la fabrication, à la distribution et à l'utilisation des médicaments. Donc, son objectif principal est d'assurer la sécurité des patients et la qualité des produits pharmaceutiques tout au long du cycle de vie de ces produits-là et de la recherche et développement à la surveillance post-commercialisation. La gestion de risque va au-delà même de la commercialisation du produit. Donc, ça touche tout ce que nous appelons en jargon technique, donc la pharmacovigilance. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Avant de tomber dans le vif du sujet, je me présente. Mon nom est Kossi Mollet. Je suis un formateur agréé, responsable euh, d'excellence opérationnelle donc au niveau de Mivado Global Performance. Ensemble avec Mivado Global Performance, nous avons développé cette initiative de webinaire chaque jeudi, appelé Jeudi Qualité, que nous offrons donc à nos partenaires. L'activité aujourd'hui est sous la responsabilité, n'est-ce pas, de Mivado Global Performance et tout le contenu de cette formation appartient à Mivado Global Performance. Donc, Mivado Global Performance et moi-même, nous avons le droit d'auteur sur le contenu, la vidéo et puis les diapos. Donc, toute reproduction est interdite à moins que vous ayez une autorisation de Mivado Global Performance. Cela étant dit, on va aller au vif du sujet. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui concrètement? Donc, nous allons effleurer le sujet, parler de l'introduction, voir les concepts réglementaires qui sous-tendent donc la gestion des risques. On va parler donc des exigences d'un système de qualité. On va faire une revue du processus donc de gestion de qualité. Et on va évaluer, et on va parler donc de l'évaluation du risque qui est un sous-aspect de la gestion du risque. On va le voir tantôt. On va parler donc du compte, comment contrôler le risque, quels sont les outils qui sont à notre disposition pour faire la gestion des risques. Et on va voir comment est-ce qu'on fait la revue du risque, du moins définir la gestion du risque et la communication du risque. Donc, le but de cette présentation, en fait, c'est de définir le niveau de risque
OK, lors de l'utilisation des produits et équipements dans l'usine. Donc, vous n'êtes pas à savoir que lorsqu'on travaille dans une usine, il y a tout un tas d'équipements, de produits, des synergies, des interactions, etc. Donc, tout cela comporte des risques. Et comment assurer, définir ces risques-là, c'est ça la problématique, en fait, que nous allons essayer de voir et essayer de gérer. Et pour faire ça, on fait appel à ce que nous appelons le risque ou la méthodologie d'évaluation ou de gestion du risque. Donc, on va être capable d'être en contrôle dans la prévention et la contamination croisée, puisque ça fait aussi partie des risques liés à la qualité du produit, tout ce qui concerne la contamination croisée. On va essayer de voir comment gérer, maintenir le lien entre la qualité du produit et la sécurité du personnel, parce qu'il n'y a pas on ne gère pas la qualité du produit au détriment du personnel et vice-versa. Donc, on ne peut pas gérer le risque du personnel en défaveur donc, de la qualité. Donc, les deux sont liés. On doit assurer et la qualité du produit et le bien-être du personnel. Okay? Donc, assurer la sécurité du personnel. On va voir comment est-ce qu'on peut être en mesure de présenter, de discuter des conclusions de cette évaluation à une agence de réglementation parce que ça fait partie des bonnes pratiques de fabrication, mais la gestion du risque. Comme la gestion du risque fait partie des bonnes pratiques de fabrication, il est essentiel que lorsque vous allez avoir des, des inspections réglementaires, ça va revenir parce que l'inspecteur va essayer de voir comment est-ce que vous avez géré votre risque, comment est-ce que vous gérez le risque dans votre entreprise par rapport à la qualité du produit, par rapport à la sécurité du patient, etc., etc. Donc, c'est important d'avoir des éléments, des évidences en place pour pouvoir démontrer la, j'allais dire la rigueur que vous avez mis au travers donc de cette méthodologie de gestion du risque. Alors, au niveau du processus, pourquoi on parle de gestion de risque et quels sont les avantages qui sont liés à cela? D'abord, il faut comprendre que la gestion du risque va fournir des outils, donc dans l'identification des produits dangereux, entre autres. Donc, un, on va essayer de définir avec la gestion de risque, on va classifier nos produits pour voir lesquels sont dangereux, lesquels sont euh, euh, moins dangereux. Donc, c'est ce qui va faire qu'on va assurer un certain contrôle au niveau des produits chimiques. Ensuite, cela permet de discuter, de documenter les critères d'acceptation lors de la validation de nettoyage, par exemple, puisque en pharmaceutique, on fait toujours la validation de nettoyage. Donc, lorsqu'on parle de validation de nettoyage, on définit, selon la méthodologie qu'on choisit, certains critères au niveau du risque. Il y a des produits qui sont facilement nettoyables, il y en a qui sont difficiles à nettoyer. Donc, il faut caractériser ça. Dans une ligne de production, il faut être capable de savoir lequel des produits est facile à nettoyer par rapport à l'autre, parce que la méthodologie de nettoyage il va dépendre de, du résidu auquel on fait face. C'est pour ça que la gestion du risque ou la méthodologie d'évaluation du risque est très importante au niveau de la validation du nettoyage. Ensuite, on va mettre en place un modèle d'évaluation qui permet d'aborder les contrôles pour se conformer aux bonnes pratiques de fabrication. C'est essentiel parce qu'on va le voir plus loin qu'il y a plusieurs façons d'évaluer le risque. Il n'y a pas qu'une seule méthode pour faire cette évaluation de risque. Donc, c'est à chaque entité, à chaque organisation d'aller chercher, trouver la méthodologie qu'il faut pour assurer une bonne gestion de risque. Par exemple, si on prend un procédé par rapport à un produit qu'on met sur le marché, le niveau de risque ne sont pas les mêmes. Le risque que le procédé en cours et le risque de mettre le produit sur le marché, c'est deux risques différents. Vous voyez? Donc, c'est pas la même chose. C'est comme ton habitation et ton auto. La façon dont tu assures ton habitation, c'est pas pareil que d'assurer l'auto.
L'auto se déplace, est dynamique, donc il y a les risques, il y a d'autres risques qui s'ajoutent. Alors que ta maison est statique, est sur place. Donc les risques sont différents. Par exemple, pour une maison, on va avoir un risque d'inondation, risque de reflux d'égout, risque d'incendie, quoi d'autre? Voilà, peut-être des catastrophes naturelles, etc. Donc, la plupart du temps, ce sont des risques qui sont récurrents ou qui sont couramment documentés. Maintenant, lorsqu'on va aller vers l'automobile, qu'est-ce qu'on va avoir comme risque? Il y a le risque que tu meurs dans un accident. D'abord, il y a le risque que tu fasses un accident. Et au niveau des accidents, il y a différents grades différentes grades. Donc, des accidents, ça peut être accident avec collision, accident sans collision, accident léger, juste dégâts matériels, accident avec lésions corporelles, accident avec décès. Donc, il faut nommer les. Donc, il y a beaucoup de risques à ce niveau-là qu'on peut développer. Donc, pour pallier à cela, qu'est-ce qu'on fait? On va souscrire à une assurance, OK? Pour minimiser l'effet du risque, c'est pas pour éviter le risque, puisque le risque est toujours là. Quel que soit l'apport, l'assurance que vous prenez, le risque d'avoir un accident en auto est toujours présent. Donc, on fait attention, etc., mais il est là. Le fait d'aller acheter une assurance ne réduit pas ton risque à zéro. Non. OK? Ça fait juste amoindrir les effets du risque. Donc, il faut essayer de comprendre ça et réfléchir là-dessus. C'est ça qui va permettre à tout un chacun de savoir comment est-ce que, au niveau de production pharmaceutique, je vais sûrement assurer, la qualité du produit vis-à-vis de tout ce qui m'entoure, les équipements, les ingrédients, etc., l'environnement, bien sûr, et puis la sécurité du patient. Est-ce que le patient sera toujours en bonne santé lorsque le patient va prendre un médicament? Donc, c'est essentiellement ce à quoi on s'en tient lorsqu'on fait la gestion de risque. C'est pour éviter tout effet négatif, etc. Bon, vous allez me dire que oui, comment ça se fait? On en vient. Euh, Au niveau, avant d'aller de comment ça se fait ou c'est quoi la stratégie ou quels sont les outils, parlons d'abord de la réglementation. Ok. Au niveau réglementaire, vous allez voir qu'il y a plusieurs lignes directrices qui vont euh, permettre d'aller au-delà de ce que nous appelons la gestion du risque. Par exemple, ICHQ8R, Pharmaceutical Development, on a fait l'introduction lors de la session il y a 2 semaines où j'ai fait l'introduction donc au développement pharmaceutique. Donc c'est ça. ICH, tout le monde est familier aujourd'hui parce qu'on en a vu de loin en large International Conference for Harmonization. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à aller consulter notre live sur le développement pharmaceutique. C'est sur notre page plateforme YouTube et Facebook aussi. Donc, cette ligne directrice va introduire excusez-moi, va introduire ce qu'on appelle le concept de la qualité par la conception. Donc, c'est-à-dire que cette ligne directrice permet de véhiculer cette méthodologie qui consiste à bâtir la qualité à travers le processus de fabrication. Alors, lorsqu'on dit bâtir la qualité à travers le processus de fabrication, je sais que ça sonne un peu abstrait, mais au fait, c'est très facile. C'est-à-dire qu'à chaque étape donc de votre procédé, vous devez assurer la qualité de votre étape, étape par étape. Ce qui est différent de je fais tout le procédé et puis après je regarde si mon produit est bon. Non, ça, c'est ce qu'on faisait avant. Et on avait beaucoup de difficultés à assurer la qualité du produit. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que à chaque étape, on fait ce qu'on appelle stage gates. C'est-à-dire, si je dois laver mon auto, je commence par les vitres ou je commence par la carrosserie. Dois m'assurer que les carrosseries sont propres avant de passer à une autre étape. Je lave les vitres, je dois m'assurer que les vitres sont propres avant de passer à l'intérieur. Donc, étape par étape, on s'assure que chaque étape rencontre la qualité du début à la fin. Donc,
C'est ça qui permet de définir la qualité par la conception. Donc, la qualité qui est bâtie à travers le processus de fabrication, en fait. Donc, c'est un concept très, très, très important que nous devons mettre en pratique, et même dans nos vies courantes. Cela veut dire qu'on ne sera pas surpris à la fin de voir que, ah, oh non, mais écoute, mon produit n'est pas de qualité ou notre produit n'a pas marché. Vous voyez? Donc, c'est une notion très importante à connaître. Donc, à travers ça, on a déjà documenté ce que nous appelons la gestion du risque. Donc, le risque, il est déjà là. Donc, on va juste le maîtriser, contrôler et assurer que tous ces effets soient atténués. Ensuite, il y a le ICHQ9. ICHQ9 qui définit Quality Risk Management. Donc, le risque lié, la gestion de risque qualité. Donc, gestion de risque qualité, c'est très important parce que c'est ça qui vient expliquer, n'est-ce pas, tout ce que nous devons savoir par rapport aux risques liés à la qualité du produit, à la qualité des médicaments, à la qualité de notre équipement, etc., etc. Donc, c'est une méthodologie simple qui vient nous dire comment est-ce que le risque va être euh, documenté. D'abord, comment est-ce que on va analyser le risque et puis comment est-ce que ça va être documenté. Cela permet au niveau des pharmaceutiques d'éliminer ce que nous appelons la contamination croisée. Donc, on va essayer d'aller éviter toute contamination croisée. Ensuite, il y a le ICHQ10 qui est le Pharmaceutical Quality System. C'est le système qualité pharmaceutique. Donc, cette ligne directrice va introduire la mise en place du système et des politiques qualité tout au long du cycle de vie du produit. Ici, on va parler du cycle de vie. Je sais que nous l'avons déjà documenté dans d'autres présentations, mais c'est la même chose. Donc, le cycle de vie, on prend le produit du début à la fin, depuis la matière première jusqu'à la commercialisation et au-delà. Donc, tout cela constitue un cycle de vie. OK? Lorsqu'on est, on vit, on vieillit, puis on meurt. Ça fait un cycle de vie. Vous comprenez? Il y a d'autres personnes qui reprennent le flambeau après. Ce sont nos enfants. Donc, c'est comme ça que le cycle de vie se développe. Donc, on va considérer que durant tout le système, durant tout le cycle de vie du produit, on a un système qualité béton qui est là, qui assure un maintien de la qualité. Donc, toutes ces lignes directrices-là vont définir ou vont prendre en considération ce que nous appelons la gestion de risque. Ensuite, souvenez-vous, au début, j'avais dit que la gestion de risque fait partie des BPF. Effectivement, lorsqu'on va au niveau des BPF de l'UEMOA, vous allez voir qu'à travers les BPF de l'UEMOA, on parle de la gestion du risque à travers cette ligne directrice qui est les BPF de la zone UEMOA. C'est très important. Toutes les BPF de ce monde parlent de la gestion des risques. OK? Et c'est très important de le noter parce que finalement, c'est ça qui va permettre de naviguer à travers les lignes directrices, à travers nos produits, à travers le procédé, etc. Donc, euh, c'est essentiel, étant donné que on ne peut pas tout faire. Donc, la gestion de risque vient mettre une certaine distinction entre ce qui est critique, ce qui ne l'est pas, ce qui est à haut risque ou ce qui est à faible risque. Donc, c'est comme ça que ça va se faire. Ensuite, il y a des lignes directrices comme les bonnes pratiques de fabrication, comme je viens de le dire, d'autres pays qui vont, ici j'ai mis les bonnes pratiques du Canada, c'est GUI 0001 qui fait office donc de la numérotation donc des lignes directrices sur les bonnes pratiques de fabrication au Canada. Donc là aussi, on va évaluer, on va mettre dans ces lignes directrices-là la notion de gestion de risque qui va permettre d'évaluer la qualité et qui sera basée sur des connaissances scientifiques, l'expérience avec le processus et on prend en compte la protection du patient. Donc, pour les actions et puis les efforts, on dit que le niveau d'effort
de la formalité de la documentation du processus de gestion du risque à la qualité est proportionnelle au niveau du risque, évidemment. Donc, comme dans d'autres surendurants, tu ne peux pas prendre un bazooka pour tuer une fourmi. Donc, c'est-à-dire que la mesure, un bazooka et une fourmi, donc, c'est pas proportionnel. Tu peux prendre un bâton, mais pas un bazooka. Parce que, donc, c'est-à-dire que l'effort fourni pour réduire ton risque est trop supérieur, est supérieur donc au risque auquel tu fais face. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il faut que le niveau de l'effort soit proportionnel au niveau du risque. Donc, c'est-à-dire, on doit prendre des mesures nécessaires pour corriger tel ou tel euh, é- élément ou problématique lorsque le risque survient. Donc, c'est ça. Euh, notre prochaine étape, je crois que ceci fait le tour donc de ce que nous appelons concept réglementaire au niveau de la gestion de risque. C'est sûr qu'il y a d'autres lignes directrices qui parlent de la gestion de risque, mais bon, ici, je ne vais pas tous les nommer. Ce sont les essentiels. Et comme je l'ai dit, toutes les bonnes pratiques de fabrication ont des éléments, ont des notions ou parlent donc de la gestion de risque à travers les tests. Donc, lorsque vous lisez ce genre de documents, faites attention, vous allez les voir. C'est pas très, c'est pas caché, quoi. En fait, c'est très évident de souligner la gestion de risque à travers tous ces documents-là. Donc, nous allons passer maintenant à la méthodologie, donc, de gestion de risque proprement dit, telle que définie dans ICHQ 9, donc Quality Management System. ICHQ 9 va définir la gestion du risque basée sur une méthodologie scientifique. Donc, ce diagramme montre clairement comment est-ce que la gestion du risque va être conduite. OK? Vous avez vu que euh, ici, vous avez ça ne fait pas partie donc de ICH. Ça, c'est Mivado qui l'a mis. Nous, on suppose que ça nous prend un plan de gestion de risque parce qu'on ne peut pas arriver comme ça puis dire on fait la gestion du risque. Non, ça prend un plan, que ce soit au niveau départemental, au niveau d'une équipe ou au niveau de l'entreprise. Vous devez avoir un plan de façon générale. Comment est-ce que l'entreprise veut gérer son ou ses risques? C'est ça. C'est comme on a un plan de validation, c'est la même chose, c'est euh, la même stratégie qu'on adopte pour dire, OK, voici comment telle entreprise s'assure de gérer, d'analyser, de communiquer ses risques. OK, ça c'est de façon générale. Et après, on définit chaque étape pour assurer que on ait une politique qui rencontre les exigences de notre entreprise. Parce que, comme je venais de le dire, les risques ne sont pas les mêmes d'une entreprise à l'autre. Les risques peuvent varier. Les facteurs qui causent des dangers ou des risques peuvent être divers. Euh, Étant donné que les humains ne sont pas pareils, donc chaque entreprise est différente. Donc, les niveaux de risque ou les risques en général seront différents d'une entreprise à l'autre. Et les effets ou les facteurs qui entraînent ces risques-là ne seront pas pareils. Des fois, ça peut être les mêmes, mais il faut toujours faire attention. Selon notre considération, on appelle ça propension au risque. Comment est-ce que nous voyons les risques? Il y en a qui peuvent rouler à 120 km/h sur une autoroute dont la limite de vitesse est 100 km/h. Il y en a qui disent, non, non, moi, je ne peux pas rouler à 120, je vais rouler à 110. Donc, chacun évalue son risque par rapport à l'infraction qui va être commise. Donc, si ton autoroute, par exemple, en France, l'autoroute, c'est 130. Si tu roules à 135, tu prends un risque. OK? Donc, tu peux rouler à 120. C'est aussi assurer son risque. Donc, selon le calcul de risque que vous faites, vous dites, je roule à 100,
110, 120 ou 130. Donc, peu importe à la vitesse à laquelle vous roulez, vous prenez un risque de rouler à cette vitesse-là. Donc, sur où vous avez analysé votre risque et vous êtes confortable à rouler à 120, à rouler à 110 ou à rouler à 130. Donc, c'est ça un peu la propension au risque. Donc, cela varie d'un individu à l'autre. C'est pour ça qu'au niveau des exercices de gestion de risque, on conseille souvent de faire ce genre d'exercice en équipe. Pourquoi en équipe? Parce qu'on va avoir euh, euh, l'évaluation de tout le monde. Et c'est la somme de ces évaluations qui va faire l'évaluation globale. Je m'explique. Puisque la propension au risque varie d'un individu à l'autre, donc lorsqu'on sera face à un danger, c'est pareil, les gens ne réagissent pas de la même façon. Il y en a qui vont courir à quatre pattes, il y en a qui vont courir à deux pattes, il y en a qui vont être statiques, il y en a qui vont avoir des stratégies de camouflage, il y en a qui vont changer de couleur, etc., etc. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que la gestion des risques se fait à plusieurs et non pas une seule personne. Vous voyez? Donc, il faut prendre l'habitude de le faire. Donc, ça, c'est le schéma global. Donc, on a, hormis le plan de gestion de risque que nous avons ajouté, nous, au niveau de Bivado Global Performance, la gestion du risque commence par l'identification du risque, ensuite analyse du risque, après évaluation du risque, puis on fait une réduction du risque avec les méthodes et les connaissances dont on dispose. On fait une acceptation du risque. Donc, il y a des risques qu'on accepte, il y a des risques qu'on refuse d'accepter, il y a des choses qu'on peut mitiger, etc. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle contrôle du risque, puisqu'on doit être en contrôle. Ensuite, il y a les mesures et les résultats qu'on met en place et la revue des événements. Donc, revue du risque. Périodiquement, il faut qu'il y ait un responsable qui va revoir tous les risques selon les les mesures d'atténuation qui sont mises en place, voir si le risque est toujours présent ou pas, est-ce que c'est diminué, est-ce que c'est résolu, etc., etc. Donc, c'est pour ça que ça prend une revue des événements. OK? Et à travers ça, on a ce que nous appelons les outils de gestion du risque qui vont nous permettre d'analyser le risque. Et puis, il y a les outils de communication qui permettent de communiquer à travers les équipes et les parties prenantes. Vous voyez? Donc, c'est ça le schéma global scientifique mondialement reconnu, du moins c'est dans le milieu pharmaceutique. Et c'est la méthodologie classique scientifique que nous retenons tous pour faire la gestion du risque. C'est très important parce que c'est ça qui va permettre d'assurer finalement la sécurité du patient et d'assurer la qualité du produit. Vous voyez? Donc, ces éléments-là nous conduisent directement, en fait, ce diagramme nous conduit directement à une méthodologie scientifique éprouvée, ok, qui permet de faire la gestion de risque. Maintenant, ce qui aussi va fluctuer dans ce processus, ce sont les outils de gestion de risque. Ok? Euh, Pour cette présentation, nous n'allons pas aller dans les détails au niveau des outils parce que ça va faire l'office d'une autre présentation. OK? Mais nous allons les énumérer quelques-uns là que vous connaissez déjà, hein, donc c'est pas nouveau, mais on va les énumérer pour se faire une idée. Vous pouvez aller googler après pour voir ce que ça contient. Mais vous pouvez nous laisser des commentaires et nous allons, selon ce que vous voulez qu'on développe, et ça va nous faire plaisir de partager ces développements avec vous. Donc, c'est ça le diagramme du processus, en fait. Alors, au niveau du plan de gestion de risque, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est ce que j'avais brièvement développé ça, mais le plan de gestion de risque va définir la façon dont le processus est conçu et géré. Donc, il est basé sur ce que nous appelons la culture et l'environnement d'entreprise, les systèmes qualité, les leçons apprises, les contraintes, le budget. Parce que n'oublions pas, juste faire référence à nos autos, motos ou nos maisons, lorsqu'on a su ces éléments-là, ça coûte. On paye quelque chose.
Donc, c'est quoi le budget qu'on met là-dedans? C'est ça. Pour une entreprise, c'est très important de maîtriser les coûts, n'est-ce pas? Donc, la maîtrise des coûts dit budget, contraintes, les leçons apprises, donc toutes les expériences, toutes les connaissances acquises par l'entreprise sont mises à contribution ici pour pouvoir avoir un plan de gestion de risque efficace. C'est vrai, c'est un document dynamique qui est appelé à être euh, mis à jour régulièrement selon une fréquence établie. Donc, c'est pas coulé dans le béton, en fait, le plan de gestion de risque. Donc, on peut y revenir, mettre à jour selon les connaissances acquises parce que les niveaux de risque, des fois, est lié directement au niveau de la connaissance. Et lorsque, c'est Mandela qui l'a dit, hein, toute chose est difficile, mais lorsqu'on le fait une fois, ça devient facile. OK? Donc, c'est difficile jusqu'à ce que ça soit fait. Une fois que c'est fait, on trouve que, ah ouais, c'est facile. Donc, on peut répéter après. C'est ça aussi la gestion de risque et le contrôle de risque. Aussi longtemps que vous n'avez pas expérimenté la chose, vous allez voir que c'est toujours difficile. OK? Même si c'est facile au départ, si tu ne l'as jamais fait, même si on te dit que c'est facile, on a toujours une appréhension pour dire est-ce que j'arriverai, est-ce que j'arriverai. Donc, ben, une fois que c'est fait, on est soulagé, on dit oui, ok, c'est facile. Non, c'est difficile. Donc, on peut déduire nous-mêmes la difficulté de la chose. C'est pareil pour les risques. C'est pour ça qu'au niveau d'une entreprise, toutes les mesures sont prises pour avoir des connaissances suffisantes pour pouvoir gérer le risque, pour pouvoir développer un plan de gestion de risque. Ensuite, vous allez voir que les bénéfices de tout ça, c'est d'avoir une continuité opérationnelle, améliorer la réputation, réduction de coûts, amélioration de la piste de décision, de la prise de décision, perturbation réduite au minimum, éviter les dégâts, éviter ce qu'on appelle les surprises qui vont subvenir au niveau de l'entreprise, au niveau du procédé, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Nous, on met tout ça là dans la gestion de risque, OK? Parce que c'est ça qui nous permet d'analyser tout cela. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire, bon, que ça fait partie de l'administratif. Oui, mais en pharmaceutique, nous parlons du risque. C'est ça la différence. Donc, le plan va nous permettre de définir les catégories de risques et les moyens de communication, évidemment, parce que chaque risque ou chaque catégorie de risque n'a pas la même façon d'être communiquée. En fait, c'est ça. Donc, les risques liés, par exemple, à la production, ce sont les opérateurs souvent qui sont sur le plancher et ce sont eux qui sont en contact permanent avec les équipements. Ce sont eux qui roulent les équipements, ils voient des choses. Comment communiquer ces affaires-là? Donc, c'est à la qualité, à la direction ou au chef d'équipe ou à l'opération qui va mettre les moyens nécessaires pour que les risques soient communiqués ou les perturbations, les défauts soient communiqués. C'est essentiel. Donc, faire ça veut dire on est capable de, on est capable de définir différentes catégories et d'assurer les moyens de communication peuvent être pareils, mais au moins définir ce qu'on a comme catégorie, c'est très important au niveau de la gestion du risque. Ensuite, on définit la probabilité, l'impact ou la sévérité du risque. Évidemment, lorsque le risque survient, le risque a plusieurs façons d'être analysé et évalué. Donc, il y a des fois, euh, on définit la probabilité, des fois c'est l'impact, des fois la sévérité. En fait, pour le risque, pour définir le risque a trois composantes essentielles. La définition du risque ou l'analyse du risque est basée sur trois éléments essentiels. La probabilité que ça survienne, les conséquences que si le risque est effectif, c'est quoi les conséquences? C'est ça l'impact et la sévérité. OK? Euh, et puis, il y a un autre élément que nous devons prendre en compte, la détectabilité.
Donc, je résume. Le risque est défini, le risque sera basé sur trois éléments essentiels. La probabilité que cela survienne, la conséquence ou alors l'impact ou la sévérité, et après, la détectabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut détecter la survenue du risque ou le risque? Est-ce que c'est facile à détecter ou pas? Exemple, un accident, c'est jamais facile à détecter. C'est difficile à détecter parce que tu ne peux pas dire aujourd'hui, je vais faire un accident. Ça ne marche pas. Donc, à ce niveau-là, hum, la détectabilité est très compliquée. Maintenant, est-ce que c'est probable de faire un accident aujourd'hui? Oui. La probabilité, est-ce qu'elle est élevée ou faible? Ça dépend des conditions, des températures, humidité, ça dépend s'il y a du brouillard, ça dépend s'il pleut, ça dépend si le conducteur est en bonne santé, ça dépend si le conducteur est somnolent, etc. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer sur la probabilité qu'il y ait un accident. Mais est-ce que c'est facilement détectable? C'est ça. Donc, les conséquences ou l'impact, on peut aussi l'évaluer. Euh, je l'ai dit tantôt, donc je ne vais pas le répéter. C'est-à-dire que dégâts matériels, mort d'hommes, lésions corporelles, etc. Ça, c'est au niveau des accidents d'auto. Au niveau d'une usine pharmaceutique, on peut avoir perte de matière, non-conformité, il peut y avoir des incendies, des explosions, etc., etc. Donc, bris d'équipement, tout ça là, ce sont des conséquences qui peuvent lier à, à un risque donné. Vous voyez? Donc, il faut faire attention avec ça. Donc, le plan va mettre en place le moyen de contrôle et l'approche d'une évaluation continue du risque. Parce qu'on veut être en contrôle, donc on va s'assurer d'évaluer continuellement notre risque pour voir si on est en ordre ou pas. Donc, c'est comme ça le système, le plan, qui est un document dynamique, donc vivant, qu'on met à jour régulièrement. Ensuite, on va voir que au niveau de ce plan, on va essayer de définir les risques qui sont internes, les risques qui sont externes, parce que ce ne sont pas les mêmes risques. Les risques internes, c'est inhérent à l'entreprise, c'est directement lié aux équipements, au personnel qui sont à l'intérieur, etc. Les risques externes, c'est tout ce qui va provenir de l'externe. Un tremblement de terre, c'est un risque externe. Je sais pas moi, nommer tout ce qui va venir euh, entacher de l'extérieur le bon fonctionnement d'une entreprise, ça fait partie des risques externes. Et puis, il y a des risques connus et des risques inconnus. Ce n'est pas tous les risques qu'on connaît. OK? Donc, il y a des risques qui sont connus. Risques d'incendie, de tremblement de terre, ce sont des risques connus, des risques non connus. On ne sait pas ce qui va arriver subitement, ça arrive. Donc, et le risque, c'est au niveau, à chaque étape du procédé, vous devez évaluer ce risque-là et prévoir la réponse que vous allez donner à ces risques. C'est important. Prévoir la réponse donnée au risque. Parce que si vous ne prévoyez pas la réponse donnée au risque, vous serez surpris vous-même. OK? Ou vous serez figé, ou vous allez détaler. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel de faire cet exercice une fois pour voir où est-ce que vous vous situez. Ça permet d'être préparé, OK? À répondre au risque. Des fois, on fait ça, mais lorsque le risque survient, on n'a pas les moyens d'y répondre. Mais c'est pas grave. Au moins, vous êtes préparé. OK? Donc, c'est un élément important. Donc, là-dedans, on va définir c'est quoi notre tolérance et notre propension au risque. Jusqu'où on tolère le risque. OK? Est-ce que la plupart du temps, on va dire, bon, OK, un risque qui va me coûter $100, je l'accepte. Mais un risque qui va me coûter 1 million de dollars, je ne peux pas l'accepter. Vous voyez? Donc, ce sont des éléments d'évaluation. On peut se baser sur le coût. Ou alors, on peut dire, bon, s'il y a bris de machine, s'il y a bris, par exemple, vous prenez un vélo, par exemple, il y a plusieurs rayons. Donc, si un rayon casse, vous l'acceptez. Mais si deux rayons cassent,
vous ne l'acceptez pas. Donc, vous voyez, ce sont des éléments que vous devez discuter à travers votre plan et prendre des mesures, des décisions par rapport à cela. C'est ça qui va vous permettre de bien gérer votre risque à l'interne. Donc, c'est important de définir ce genre d'éléments pour aller, pour aller droit aux points critiques et aux dangers. Définir les points critiques et les dangers par rapport à un procédé, par exemple. Lorsqu'on fait l'analyse de risque basée sur le HACCP, c'est ça, Hazard Analysis and Critical Control Point. C'est exactement ça. C'est une forme d'analyse de risque et on va définir les points critiques à travers un procédé. Et OK, ici, c'est un point critique, on doit mettre un accent, on doit mettre des mesures correctives, on doit s'assurer que ça soit mesuré au fur et à mesure. Et si le risque survient, voici les éléments qu'on va appliquer, etc. Ou alors, on ne veut pas que le risque survienne. Donc, de façon proactive, voici ce que nous allons mettre en place pour éviter que le risque ne survienne. Parce qu'on sait, ce sont des risques connus. Donc, on peut l'éviter. Vous voyez? Donc, ce sont des stratégies que nous mettons en place au niveau de production ou développement pharmaceutique pour réduire le gaspillage, pour réduire les défectuosités, pour réduire la contamination croisée et pour assurer une grande qualité du produit et assurer une meilleure sécurité au niveau des patients. Alors, ici, je donne un exemple basé sur le coût. Euh, donc, c'est une matrice impact du risque. Vous allez voir que j'ai défini mon niveau de risque de faible à élevé. Ça, de faible à élevé. Donc, mon niveau de risque. Et j'ai mes catégories de risque. Le coût fait partie d'une catégorie. Le temps, c'est une catégorie. L'impact, catégorie autre. Donc, selon que je suis à un niveau faible, OK, je sais que mon coût que je tolère pour ce risque-là, c'est 35 000 dollars. Et le temps que ça va prendre, c'est 5 jours. OK. Et s'il y a des blessures, ce sont des blessures mineures. Vous voyez, c'est comme ça qu'on définit la chose. Donc, si un événement survient dans mon entreprise et que cet événement me coûte 70 000 dollars, OK? Si cet événement me coûte 70 000 dollars et que ça me prend 10 jours pour être réglé et que des blessures qui sont générées sont majeures, ben, je dis que mon risque ici est moyen puisque je l'ai défini au départ. Donc, ça fait partie des risques moyens, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va catégoriser les risques, faibles, moyens, élevés, basés sur des facteurs comme le coût, le temps, l'impact et autres. OK? Ça, c'est quelque chose qu'on définit dans un plan de gestion de risque au départ. Parce que c'est pas parce que le risque, c'est pas au moment où le risque va survenir que vous allez courir pas dire, OK, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Donc, pour être proactif, on définit ce que nous voulons au niveau de la gestion méthodologie de risque. Et lorsque le risque survient, il est classifié, on a les mesures appropriées à prendre, etc., etc. Vous voyez? Un deuxième exemple concerne ici le risque. La gestion de ce tableau, c'est la matrice sévérité du risque. Encore une fois, on a ce dont on a parlé, l'impact et la probabilité que le risque survienne. OK? Si le risque, la probabilité est élevée et que le risque est faible, l'impact est faible, vous voyez que on a, selon les éléments dont nous disposons ici, et ici c'est numérique, hein, donc c'est une façon aussi de faire l'évaluation du risque. Vous allez voir il y a la méthode quantitative et la méthode qualitative. Donc, c'est deux méthodes différentes qui sont utilisées dans toute l'industrie. Donc, il y a certains risques qui seront évalués de façon quantitative, il y a certains risques qui seront évalués de façon qualitative. OK. Donc, c'est comme ça, le système
enfin, la méthodologie de gestion de risque. Ici, on voit que élevé, faible, élevé, moins faible, faible, moins élevé, c'est la méthode qualitative parce que on ne quantifie rien ici. Donc, on se base sur notre propension, en fait. Donc, ces éléments nous permettent de dire, OK, est-ce que le risque est faible ou élevé? Bon, etc. On calcule la probabilité et puis on dit, bon, c'est faible, c'est élevé. Donc, la couleur, ici, on a trois types de couleurs. Donc, tout ce qui est bleu, ce sont des risques faibles. Tout ce qui est orange, c'est des risques moyens. Et rouge foncé, c'est le risque élevé, selon la probabilité. Donc, ici, c'est basé sur la probabilité que le risque survienne. OK? Donc, c'est une façon aussi d'analyser le risque euh, très, très couramment utilisée aussi en industrie. Voyez? Donc, avec des exemples concrets. Donc, tout ça peut se rapporter à ce que nous appelons validation des nettoyages, cleaning validation, que nous allons peut-être voir plus tard, parce qu'on ne peut pas tout nettoyer dans une usine. C'est vaste, surtout si on a plusieurs produits. On va essayer d'évaluer le risque par rapport aux produits, des fois difficiles à nettoyer ou faciles à nettoyer. Et on va faire ce que nous appelons le bracketing. Donc, on va regrouper les produits pour pouvoir essayer d'avoir ce que nous appelons des grilles d'évaluation qui vont nous permettre de faire le nettoyage adéquat. Parce que des fois, dans les usines où il y a plusieurs produits, il est très difficile de venir avec une seule méthodologie de nettoyage. Donc, la stratégie veut que on fait un regroupement, on analyse les risques de contamination croisée entre tel produit avant de faire le nettoyage. Donc, c'est quelque chose qui est très appliqué. Je veux dire, la gestion de risque est bien appliquée au niveau de la validation des nettoyages pour ceux qui font la validation des nettoyages. Donc, un élément essentiel. Donc, revenons sur notre diagramme d'analyse de risque ou de gestion de risque. Vous allez voir que ici, j'ai surligné ces trois étapes-ci: identification du risque, analyse du risque et évaluation du risque. Tous ces éléments font partie de l'étape que nous appelons évaluation du risque. Parce que pour pouvoir évaluer un risque, OK, il va falloir quoi? L'identifier. OK. Donc, l'identification de risque comporte une étape. L'évaluation de risque plutôt comporte une étape déterminante qu'est l'identification du risque. Donc, c'est une étape déterminante ici, l'évaluation du risque. Donc, l'évaluation de risque, je vais dire, c'est un processus qui permet de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qui ne va pas bien? Quelle est la probabilité de l'événement? Et quelle est la conséquence de l'événement? OK? Ça, c'est les questions que nous posons au niveau de l'évaluation du risque, qui est une étape très essentielle. Cela veut dire que lorsqu'on pose ce genre de questions, on essaye d'identifier le risque. OK? C'est analyser les dangers potentiels. Donc, identifier les dangers potentiels liés au processus du produit, aux matières premières, aux équipements et aux locaux. Donc, cette étape cruciale permet aussi d'analyser, ça c'est les deux ici, d'analyser le risque, c'est-à-dire d'analyser les probabilités de survenance et l'impact des dangers identifiés. Une fois qu'on identifie, il faut analyser. Une fois que analysé, il faut évaluer. OK? Donc, l'analyse a priori et a posteriori identifie les risques potentiels avant leur apparition et tirer les leçons des événements indésirables. C'est important.
Parce que c'est ça qui fait la force donc de la méthodologie de gestion des risques. On va être proactif. On veut savoir si le risque va arriver ou ne va pas arriver. C'est quoi la fréquence? Est-ce que ça va arriver couramment ou pas? Fréquemment ou pas? Est-ce que l'impact sera rude, sévère ou pas? Est-ce que, OK, le risque, il faut que ça soit identifié. Il faut que on fasse l'analyse. L'identification, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la probabilité? C'est quoi la fréquence? C'est quoi, quelles sont les conséquences? Et c'est ça qui fait que on essaye d'identifier le risque. Une fois que cela est fait, euh, on va, on va procéder donc à ce que nous appelons évaluation. OK? Je vais vite parce que c'est toujours la même chose. C'est euh, on va plus en détail au niveau de l'identification. Donc, on dit identifier les risques veut dire donc identifier les dangers et ce qui peut aller mal ou pas mal. Ensuite, identifier les possibilités, les conséquences. Donc, identification des risques, on en a parlé. Donc, identifier les possibilités des conséquences, identifier les prérequis pour l'analyse et l'évaluation du risque. Ensuite, voir quels outils et techniques mettre en place, mettre en œuvre. Donc, documentation, investigation, analyse des causes à effet, des checklists, des diagrammes des causes à effet, justement. Et puis, enfin, le premier, c'était investigation des causes. Et puis là, on a le diagramme des causes à effet et puis le diagramme des processus. Donc, ces éléments nous permettent d'identifier c'est quoi le risque qui est survenu. OK. Après, nous allons faire l'analyse. L'analyse nous permet d'estimer le risque associé au danger. C'est quoi le niveau de risque? Quelles sont les conséquences? Évaluer l'exposition au risque. Et puis, cela permet de définir la probabilité, la conséquence, la détection des écarts et des non-conformités s'il y a lieu. Vous voyez, ce sont des éléments qui nous permettent de faire ce genre d'analyse et qui nous permettent de mieux comprendre c'est quoi le risque, c'est quoi sa probabilité, c'est quoi ses conséquences, etc. Donc, on peut avoir un accident et ne rien avoir du tout, c'est-à-dire que tu peux faire un accident et l'airbag va sortir. Tu peux faire un accident, une collision, l'airbag ne sort pas. Donc, ce sont des conséquences liées donc au risque finalement. Est-ce que le risque est toujours négatif? Non, le risque peut être positif aussi. Un risque positif, ce qui constitue un avantage pour votre projet ou votre procédé, et un risque négatif va ralentir plutôt l'avancée de votre procédé ou de votre projet. Donc, un risque positif, ben, on tire avantage de ça et on essaie d'en profiter. Donc, c'est ça. Il y en a qui vont dire, oh, j'ai eu la chance de... Non, c'est parce que le risque est positif, donc ça permet de vous avantager et de faire avancer les éléments. Donc, c'est ça qui fait que des fois, on parle des risques positifs, des risques négatifs. Au niveau de l'analyse, donc ici, j'avais déjà parlé de ça, on dit analyse quantitative qui va permettre de prioriser par catégorie les risques, criticité, délai, planification des réponses. Et on parle aussi des outils et techniques au niveau des matrices d'impact et de sévérité. La catégorisation, c'est très important. Le niveau d'urgence, c'est important de les définir. Ensuite, comme je le disais aussi, il y a deux types d'analyse. L'analyse quantitative, mais surtout basée sur la probabilité du risque, et l'analyse qualitative, donc qui va être basée sur la quantification du risque. Donc l'analyse quantitative, un outil et technique pour ça, l'outil est technique qu'on utilise pour l'analyse quantitative. Donc, on va utiliser les arbres de décision, la simulation et modélisation, l'indice de capacité du procédé, l'indice de performance du procédé, etc., etc. Donc, ces outils permettent de faire une analyse quantitative, donc euh, basée sur le risque. Et important de le souligner. Ici, on a un exemple palpable de l'analyse quantitative.
on a une machine, OK, A et B, donc qui peuvent être utilisées pour la production d'un produit. Donc, quand A est utilisé, je mets le diagramme. Quand la machine A est utilisée, le procédé C a une probabilité de 7% d'être utilisé. Et le procédé D, 3. OK, point 3. Et lorsque B est utilisé, C a une probabilité de 0,4 d'être utilisé et le procédé D, 0,06. Donc, on demande quelle est la probabilité que le produit soit fabriqué par les combinaisons suivantes: AC, AD, BC, BD. Vous voyez? Donc, c'est une énoncé, ça peut être un exercice donc, pour les étudiants en cours de statistiques ou alors en mathématiques, donc ça peut être un problème de maths aussi. Donc, en fait, c'est ça. Donc, AC a une probabilité de 0,35, AD a une probabilité de 0,15, BC a une probabilité de 0,20 et BD a une probabilité de 0,30. Donc, là, il y a une forte probabilité que le procédé AC soit utilisé, puisque c'est 0,35, probabilité la plus élevée. Vous voyez? Donc, c'est ça, les quelques techniques et moyens pour aller justifier comment est-ce que euh, on peut, euh, on peut naviguer à travers ça, la quantification, l'analyse du risque, qu'est-ce qui est plus critique que l'autre, qu'est-ce qui est plus sévère que l'autre, etc., etc. Donc, c'est toute une stratégie. Ici, vous avez vu que c'est une méthode scientifique qui permet de définir ce genre d'éléments. Donc, oui, on parle de gestion de risque souvent, mais il faut penser qu'en arrière, il y a toute une science qui définit la façon, les rôles et puis comment ça doit se faire. Donc, maintenant, on va parler de hiérarchisation des risques. C'est vrai que lorsqu'on fait l'analyse de risque, le but, c'est pas juste de dire qu'il y a risque ou pas de risque. Le but, c'est de définir le risque, de voir c'est quoi l'impact sur notre fabrication ou le produit qu'on fabrique et sur le patient et comment y répondre, comment y remédier. Ça, c'est la bonne terminologie. Donc, si on fait tout ça, on va constater que au niveau des produits, euh, la contamination croisée revient comme l'élément le plus important. Parce qu'en production pharmaceutique, qu'est-ce qui est plus critique dans ce genre de milieu? C'est la contamination croisée, le risque de contamination croisée, depuis la nuit des temps. Okay? Un produit peut être contaminé par l'autre, le personnel peut contaminer les produits et vice-versa. Les procédés peuvent être entachés, la, le dosage des médicaments, l'étiquetage, non mais tout ça là, ce sont des risques très importants au niveau de la qualité du produit. Ensuite, il y a la rétention, donc produit difficile à nettoyer, on l'a dit au niveau de la validation de nettoyage, non-respect du taux de recouvrement, et les moins pires dans tout ça, ce sont les transferts de particules, donc dépôt de poussière d'une production à une autre, etc. Ça, c'est au niveau du produit. Maintenant, au niveau de l'opérateur, c'est quoi le risque lié à l'opérateur? Au niveau de l'opérateur, donc si on travaille dans un environnement où on brasse beaucoup de poudre, on va voir que bon, l'opérateur va inhaler ces produits chimiques ou il va avoir un dépôt sur la peau, donc des risques de lésions cutanées ou alors d'ingestion. On peut avaler le produit par inadvertance ou des ingestions accidentelles. Donc, selon la gravité, le plus élevé, inhalation à la gravité la moins élevée, injection accidentelle. Entre les deux, on a les lésions corporelles et puis l'ingestion. Donc, c'est comme ça à peu près. Lorsqu'on fait l'analyse de risque, euh, la hiérarchisation permet de définir ces éléments-là. OK? C'est scientifique, c'est prouvé que ce sont des choses qui surviennent de façon pas récurrente, mais des fois, on a ce genre d'accidents qui peuvent survenir en industrie.
Par contre, au niveau des produits, c'est sûr que la contamination croisée est la source de non-conformité la plus courante au niveau des ingrédients pharmaceutiques, au niveau des procédés, au niveau du procédé, je l'ai dit, et donc c'est ça. Maintenant, d'autres catégories de risques, c'est le fait de se tromper d'étiquette, donc l'étiquetage qui n'est pas correct, etc. Donc, c'est important de le savoir pour prendre des mesures nécessaires et corriger la problématique. On passe à une autre étape, donc le contrôle du risque. Comment être en contrôle vis-à-vis de ça? Donc, pour être en contrôle, on va voir que le contrôle du risque est un processus de prise de décision pour réduire ou accepter le risque. Tantôt, je disais, j'ai donné l'exemple donc du numéraire là au niveau des sous. Selon que le risque me coûte 10 dollars, j'accepte ou pas. Donc, c'est une façon d'évaluer le risque et d'être en contrôle du risque. OK? C'est très important de faire ce genre d'exercice. Donc, on évalue, puis on dit, ce risque, je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Et je suis en contrôle. Voici les mesures correctives que je mets en place pour éviter que le risque ne survienne. Et si le risque survenait, voici comment je vais l'accepter ou je ne vais pas l'accepter. Donc, ce sont des éléments additionnels qu'il faut prendre en considération. C'est pour ça que le plan de gestion de risque au niveau entreprise est très important parce que ça permet de prendre des décisions pour contrôler le risque. Euh, un autre élément qui vient au niveau du contrôle du risque, c'est la réduction du risque. C'est une action prise afin de mitiger ou d'éviter le risque. OK? Il y en a qui vont ne jamais ignorer un risque. Ça, c'est dangereux. Il ne faut jamais ignorer un risque parce que vous serez surpris lorsque le risque va arriver. Ce qu'on fait, on met, on peut accepter, on peut éviter. L'évitement ici, cela ne veut pas dire que on ignore le risque. On évite tout simplement parce qu'on met une réponse en place pour esquiver le risque qui va arriver. C'est en d'autres prévoir. OK? Ça, c'est au niveau de la prévision. Donc, je sais que si je le fais dans ce sens, telle chose va arriver, ou je vais rencontrer un mur. Comment est-ce que je fais pour éviter le mur? OK? Ma réponse, ça va être la réponse au risque de rencontrer le mur, tout simplement. Donc, c'est comme ça que la réflexion se fait de façon terre à terre, là. Il ne faut pas aller chercher sur la Lune ce genre de réflexion. C'est juste devant nous. Donc, exemple, lavage des mains, allergènes, produits dangereux, entretien ménager, nettoyage. Donc, puisqu'on sait que ces éléments-là sont à la base de la contamination croisée, peut-être à la base de, je sais pas moi, oui, surtout de contamination croisée. Donc, il faut aller chercher à réduire ce risque-là ou à les éviter. Comment? Puisque le lavage des mains, il faut mettre des robinets partout pour que les opérateurs puissent laver les mains. Non seulement les robinets doivent être en place, mais il y a aussi les détergents et la façon dont on essuie les mains. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous touchez quelqu'un ou quelque chose, il y a contamination croisée d'office parce que nous laissons des particules, que ce soit des particules fines, des empreintes, etc., des micro-organismes, etc., etc. Donc ça, c'est tout le temps. L'humain est rempli de ça. Donc, à chaque fois que vous touchez quelqu'un ou quelque chose, il y a transmission de ces particules-là, de vous à la chose et de la chose à vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention au niveau euh, de la production pharmaceutique lorsqu'on demande des fois dans des milieux stériles que les gens sont habillés, cagoulés de la tête aux pieds. C'est pour éviter ce genre de contamination croisée, vous voyez? Donc, c'est très important. Donc, ça fait partie de la gestion de risque. Là, on vient maintenant parler donc de l'outil qui nous permet de faire l'évaluation de risque. C'est vrai que faire la gestion de risque sans les outils, ça va être très compliqué. Ce sont les outils qui vont permettre d'évaluer proprement et d'analyser le risque afin de déterminer une solution ou
des pistes de solutions ou des mesures d'atténuation ou d'évitement qui puissent satisfaire, donc, qui puissent satisfaire, n'est-ce pas, le procédé ou l'organisation. Donc, c'est pour ça que les méthodes sont là pour aider les acteurs à faire une bonne évaluation. Donc, les méthodes de base, généralement, ce sont les diagrammes de processus, les checklists, etc., les cases à cocher, etc. On a une série de choses. Euh, on coche, puis on dit, bah, à la fin, on dit, ah, mais oui, bah, oui, c'est élevé, non, c'est pas élevé, oui, il y a un risque, non, il n'y a pas de risque. Ensuite, il y a ce que nous appelons l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets, AMDEC. En anglais, c'est FMIA. Donc, l'FMIA couramment utilisé au niveau donc, de procédé va permettre d'analyser le procédé, de voir quels sont les points critiques, oui, voilà, les points critiques et les effets. Donc, c'est où sont les défaillances et quels seraient leurs effets en fait. Donc, par exemple, si vous prenez un équipement, par exemple, et qui a un système de courroie, une différence qui peut arriver, c'est que votre courroie se brise. OK? Il faut être capable de prévoir ça. C'est pour ça qu'il y a de l'entretien, de la maintenance au niveau des équipements. Donc, le moment où on connaît la durée de vie des courroies, on peut l'estimer. Par rapport au fabricant, on peut demander des informations au niveau du cadre fabricant ou alors parce que nous-mêmes, on l'a expérimenté. Donc, ça fait partie des connaissances acquises. Donc, c'est que la courroie peut faire 170 jours. Donc, lorsque vous arrivez à 165, il faut faire une maintenance de la machine et changer de courroie. Si vous laissez aller, la courroie peut être brisée. Okay? Si ça brise, c'est quoi la conséquence sur votre production? C'est ça qu'il faut évaluer. C'est quoi la conséquence sur les opérateurs? C'est quoi la conséquence sur le produit qui est en train d'être fabriqué? C'est quoi la conséquence sur la qualité du produit? Etc., etc. On se pose des questions. OK? Donc, cela permet donc d'arriver à une certaine conclusion pour dire, OK, ce risque est élevé, c'est comme ça, voici comment je vais le résoudre ou comment je vais l'atténuer, ou etc. Parce que la courroie, ça coûte combien? Peut-être 2 dollars, peut-être 3 dollars, j'en sais rien. Est-ce que ça fait partie des risques faibles, moyens ou élevés? Donc, on doit être capable de catégoriser ce risque-là. C'est une défaillance, bien sûr, mais ça doit être catégorisé. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le FMI pour ce genre d'analyse. Il y a ce qu'on appelle aussi l'analyse des modes de défaillance, de leur effet et de leur criticité. Donc, ici, on vient ajouter une couche là-dessus, OK, euh, qui fait le FMICE, donc AMDEC aussi. Donc, c'est une variante, en fait, de la précédente, OK, etc. Donc, c'est important de le faire, de s'assurer que on comprend bien la méthodologie pour pouvoir les appliquer au procédé. Ensuite, il y a le HACCP. Ça, je crois que c'est familier. Ceux qui sont dans l'alimentaire, ils l'utilisent beaucoup. Donc, c'est l'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques. OK? Hazard Analysis and Critical Control Points, donc en anglais. Donc, c'est aussi très utilisé. ASOP, au niveau industriel, on va utiliser ASOP, Hazard and Operability, okay, analyse de risque et d'opérabilité. Donc, c'est couramment utilisé aussi dans les grandes entreprises, par exemple, les grands pétroliers, les grandes usines des usines minières, tout ça là, on va utiliser ASOP pour aller évaluer le risque lié au procédé de fabrication, au procédé d'extraction, au procédé de transformation, etc. Donc, ce sont des techniques qui existent et qui permettent de faire l'analyse de risque. Il y en a d'autres, hein, plein, au niveau de l'utilisation, au niveau de l'évaluation de risque. Donc, ce sont des éléments dont nous disposons et qui permettent de faire l'analyse de risque. Donc, cela nous amène à la revue donc, du risque. Vous allez voir que c'est la dernière étape ici, revue du risque. Donc, c'est un processus continu
et périodique. Donc, en fait, tout le diagramme de gestion de risque, c'est un processus continu et périodique. C'est pour ça que dans certaines entreprises, on a des spécialistes en gestion de risque. C'est un métier en soi. On peut avoir ce genre de profession spécialiste de gestion de risque. OK? Et notre rôle sera de revoir le plan de risque, de revoir les risques liés à l'entreprise, que ce soit les coûts, les finances, les investissements, les projets, le procédé de fabrication. Nommez-les. Partout où on est, on va, il y a toujours un risque à gérer. Donc, pour une entreprise, la concurrence, c'est un risque. C'est pas pour rien. Lorsqu'on démarre une entreprise, on demande de faire l'analyse SWOT. OK? Force, faiblesse, et puis menace, et puis je crois, c'est menace et opportunité. Voilà. Donc, c'est, c'est une façon d'évaluer le risque aussi. Donc, pour dire est-ce qu'on est en contrôle, est-ce qu'on n'est pas en contrôle, si cela arrivait, qu'est-ce que je fais, comment j'appréhende ça, quelles sont les mesures que je mets en place, etc., etc. Donc, la revue du risque ici va requérir la mise en place donc de procédures de réévaluation des risques et des événements externes. On a vu que le risque à l'interne peut être influencé par des risques externes. Donc, c'est de combiner les deux et voir comment est-ce qu'on peut passer à travers. C'est très important de passer à travers. De passer à travers veut dire évaluer, contrôler et faire des revues. Donc, c'est un processus complet. Euh, D'un autre côté, on va communiquer le risque à des gens ou à la hiérarchie ou à notre équipe. Donc, on doit mettre en place une certaine stratégie de communication. C'est très important. Et cette stratégie de communication est basée sur ce que nous appelons gestion du risque, euh, communication du risque plutôt. Donc, c'est un processus de divulgation des risques et sa gestion entre les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est ceux qui font partie donc d'un projet ou d'un processus donné. Donc, tous ceux qui ont ou tous ceux qui prennent part de près ou de loin à la gestion de la chose, à un projet, à un procédé, font partie donc de ce que nous appelons les parties prenantes. Donc, il va falloir communiquer les risques à ces gens-là. C'est pas, attention, c'est pas tous les risques qu'on communique à tout le monde. Il y en a qui ne sont pas concernés, il y a d'autres qui sont concernés, il y en a qui veulent juste savoir, etc., etc. Donc, les niveaux de communication ou la façon de communiquer ces risques-là va dépendre aussi de ces parties prenantes. Il y en a qui ont un impact important sur le projet ou le procédé, d'autres pas. Okay? Mais en pharmaceutique, le département de qualité est au courant de tous les risques liés au produit. Parce qu'à la fin, c'est la qualité qui va prendre les grandes décisions, qui va relâcher le produit en bout de ligne. Donc, il faut que la qualité soit au courant de l'ensemble des risques. C'est très important. Et des fois, même la qualité, elle est la première partie qui s'occupe donc de la gestion du risque aussi en entreprise. Donc, puisque ce sont des risques qui sont directement liés à la qualité du produit et à la sécurité des patients. Donc, la communication est définie et communiquée et communique quoi, qui, à quelle fréquence. OK? Donc, c'est important de faire ce genre d'exercice et de communiquer. Donc, ceci nous amène à la fin de notre présentation. Pour conclure, pour finir, euh, donc, en résumé, la gestion des risques en milieu pharmaceutique est un processus complexe. OK? On ne va pas le nier. Et continu qui exige une expertise spécialisée et un engagement de tous les acteurs concernés. OK? Elle est essentielle pour garantir la sécurité des patients et la qualité du produit. C'est indéniable. Donc, si vous avez compris ça, normalement, vous devez comprendre notre prochaine présentation qui sera consacrée sur
euh, le processus de développement pharmaceutique. Nous l'avons initié il y a 2 semaines lors de notre live précédent, qui était l'introduction au développement pharmaceutique. Maintenant, pour aller plus loin, nous devons comprendre comment gérer le risque, puisque le développement pharmaceutique fait mention de la gestion de risque au niveau du développement pharmaceutique et qui dit que la qualité doit être bâtie dans la conception du produit. La qualité ne se mesure pas à la fin du processus. On va mesurer des paramètres de contrôle, mais ce n'est pas de la qualité. La qualité se bâtit et c'est chaque étape, chaque geste qui doit être de qualité pour que le produit soit de qualité à la fin du circuit. Donc, c'est très important de comprendre cette notion-là. OK? Et pour nous, ça va être un élément essentiel qui va se dérouler tout au long du cycle de vie du produit. OK? Donc, voilà ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui au niveau de la gestion des risques de façon introductive pour que vous ayez une notion afin de comprendre ce qui va suivre dans les prochaines semaines au niveau du développement pharmaceutique. Sur ce, je vous dis merci. Merci d'avoir consacré votre temps et passé votre temps avec nous. Ça nous a fait plaisir toujours de vous accompagner dans cette présentation. Je profite de cette occasion pour réitérer notre information concernant la technique de production pharmaceutique. Une formation euh, pratico-pratique qui sera tenue à Lomé sur le thème transfert de technologies les 29, 30, 31 octobre 2025 à Lomé. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Et aussi, ne pas oublier que nous avons des formations en ligne, des auto-formations, et que vous pouvez les suivre à tout moment, à votre convenance, dans votre lit, dans vos salons, à l'aise, et écouter et suivre ces formations-là, audio et vidéo. Et je vous rappelle aussi que nous avons une formation en ligne sur la gestion des risques liés à la qualité. La formation complète. Aujourd'hui, je vous ai donné l'introduction, mais nous avons une formation complète certifiante. La gestion des risques liés à la qualité qui se trouve sur notre site web, mivado.com, et qui vous permet d'approfondir vos connaissances et d'avoir un certificat que vous pouvez joindre à votre CV. Cela va élever le niveau de confiance au niveau des recruteurs. Donc, c'est très important. Donc, voilà ce que nous avons aujourd'hui à partager et nous sommes très contents que cela vous a apporté un plus, au moins le 1% de connaissances que vous devez acquérir tous les jours. Et donc, voilà. Merci encore une fois et à la prochaine. Bye bye. Ciao.